14 ans au Japon, plusieurs métiers, plusieurs étapes de vie, Eva nous raconte son parcours au Japon et son quotidien aujourd'hui en tant qu'ambassadrice de la ville de Kobe. Je m'appelle Eva, je viens d'Alsace et maintenant ça fait 14 ans que j'habite au Japon. Comme tu l'as dit, j'ai plusieurs casquettes depuis toutes ces années. Le test final s'est passé à l'Institut français de Kyoto. D'ailleurs, je me souviens, c'était le lendemain, du gros séisme qu'il y avait eu sur Osaka. J'avais peur qu'il y ait pas de train parce que les trains avaient été bloqués, ce jour-là et donc je l'ai passé puis, je l'ai pas eu du premier coup. Du coup, tant que c'était encore frais, je me suis réinscrite pour le refaire une deuxième fois. À la base, la première fois que je suis arrivée à Kobe, j'ai pas aimé Kobe, hein, Ok. parce que c'était pas assez japonais de mon point de vue, d'étrangère qui arrivait au Japon pour la première fois et c'était pas ce que j'attendais du Japon. Qui fait que Kobe est si différente et comment toi tu l'as, sous ton regard, tu l'as découvert Mmh. et Bah, déjà pour moi, c'est une ville à taille humaine et c'est ça que j'aime parce qu'il y a pas besoin de prendre le train pour aller d'un point A à un point B. merci Eva. En- Aujourd'hui, il y a plein de choses qui m'intéressent de comprendre et de voir. On va un petit peu explorer ce qui s'est passé un petit peu avant ton arrivée au Japon. J'ai vu que tu as eu aussi pas mal de casquettes dans ta vie, entre Oui, beaucoup. l'enseignement, tu as fait interprète, guide, tu nous raconteras la vie autour de la ville de Kobe, récemment aussi l'expo. Oui. Et voilà, ça m'intéresse un petit peu de... Tu nous expliques un petit peu ces différentes Mmh. casquettes, qu'est-ce qui t'a fait aussi peut-être changer d'une à l'autre, et surtout, bah, bien sûr, ce que tu fais aujourd'hui. Comment... Donc, tu es guide principalement, C'est ça, oui. et tu nous expliquerais un peu en détail dans ça. Mais juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors, ben, je m'appelle Eva, je viens d'Alsace et maintenant ça fait 14 ans que j'habite au Japon. J'habite avec mon petit garçon qui est né au Japon et comme tu l'as dit, j'ai plusieurs casquettes depuis toutes ces années, voilà. Toutes ces casquettes. Oui, En Alsace, pas loin de la Suisse. c'est ça, oui, on est voisins. On est voisins. Et, euh, et en fait, bah, raconte-nous un petit peu l'avant-Japon. Donc, Mmh. comment tu as, dans quel type de famille tu as grandi en Alsace? Qu'est-ce qui t'a attiré par le Japon? Mmh. Comment tu as fait ce lien et qu'est-ce qui t'a permis d'arriver ici? Bah, en fait, j'ai toujours aimé les langues étrangères Ok. et bon, quand on est en Alsace, je pense que c'est pareil pour vous, on est frontalier, donc on nous recommande fortement de faire allemand. Mm. J'ai jamais aimé particulièrement cette langue, Ah bon, on est deux. voilà. Et du coup, j'ai fait, anglais, j'ai fait du portugais pour ne pas avoir à reprendre allemand en LV2 au collège Mhm. et ensuite j'ai fait espagnol. J'avais d'ailleurs très hâte de faire enfin espagnol comme je suis d'origine espagnole Ok. et ensuite, ben, après toutes ces langues européennes, j'avais envie de changer et j'ai voulu d'abord tenter, le chinois, mais ça m'a paru très vite, compliqué Ok. et j'ai switché pour le japonais et finalement, j'ai directement accroché et j'ai continué comme ça. Et pour continuer à apprendre le japonais, je suis allée à l'université de Strasbourg. Mhm. Donc à la fac, je faisais ce qui s'appelait à l'époque LLCE espagnol, donc c'était langue littéraire culturelle étrangère, spécialité espagnole. Mhm. Donc j'avais tous les cours d'histoire, de civilisation, de littérature en espagnol. Et je voulais faire option japonais comme il n'y avait pas à Mulhouse. Et c'est pour ça que je suis allée là-bas. Et Et, donc j'ai fait japonais là-bas. Et les choses ont fait que j'ai atterri au Japon plus tard. mais donc, tu parles aussi espagnol, tu dis d'origine espagnole, Oui. tu es de combien de générations? Mon grand-père. Ton Mon grand-père? grand-père maternel, qui est originaire, d'Andalousie. Ok, ok. Bah, j'ai une grand-mère de Saint-Sébastien. Ah bah, d'où ton Donc, prénom peut-être, non? non, je sais pas, j'ai jamais demandé à mes parents si c'était vraiment... Parce que moi, j'écris I-E-N, Oui. et puis c'est vrai qu'en espagnol, c'est plutôt Sébastien. Mmh. Mais je sais que les prénoms qu'ils cherchaient, ils essayaient de voir ceux que ma grand-mère et mon grand-père savaient prononcer. Je vois, ouais. Pas toujours facile. Et, euh, et du coup, donc tu as appris l'espagnol, Mmh mh. un petit peu comme moi, j'ai appris l'italien bien plus tard, Mmh. pas de par la famille.
Et du coup, tu as eu les premiers liens avec le Japon dans l'apprentissage de cette langue. Et qu'est-ce qui t'a ramené à venir ici, du coup? Bah, en fait, à l'université, j'ai rencontré mon futur ex-mari, OK. qui était donc japonais et qui était à l'époque en échange universitaire à Strasbourg. Ah, OK, Voilà. Donc moi, OK. j'avais jamais pensé un jour aller au Japon, ne serait-ce qu'en tant que touriste et encore moins y vivre et finalement, ben, le temps passe et Mais la langue t'as quand même oui, touché quand même, malgré que tu avais pas forcément d'idée d'y vivre, à la base, je voulais être interprète, traductrice dans ce enfin franco-espagnol bien sûr, de par mes études. Mmh. Mais oui, j'ai toujours aimé les langues étrangères, en fait. Pour moi, c'est on apprend un pays, on apprend ses mœurs aussi par la langue, en fait. La langue, ça transmet beaucoup de choses. Ah, c'est sûr, c'est Mmh. sûr. Et donc là, tu as fini ta formation, puis tu débarques, donc tu tombes amoureuse, tu te dis: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Lui, il voulait pas rester forcément ici? Ou Ben, non, pour lui, c'était évident de rentrer au Japon et finir, sa licence à l'époque. Mmh. Du coup, moi, j'ai fait le fameux Working Holiday Visa OK, OK. et Et c'est comment comme ç ça que je l'ai rejoint au Japon. et comment ça s'est passé cette, Mmh. 1re année, working Bah, holiday? en fait, C'était avant en quelle année? Enfin, tu m'as donc dit 2000. c'était en 2011 et à la base, je devais arriver quelques jours après le séisme, du Tohoku, à la base. Mmh. Bien sûr, ça a fait que j'ai repoussé d'à peine 2 mois, c'est pas grand-chose, mais ça suffisait pour, rassurer un peu ma famille, on va dire. Mmh. Et donc le 11 mai 2011, j'ai débarqué au Japon. OK. En PVT. En PVT, oui, mais la j'étais déjà venue 2 fois, pour visiter. OK. À chaque fois, une fois c'était 2 semaines et la deuxième fois c'était 3 mois parce qu'en tant que Français, on a droit à un maximum de 90 jours sans visa. Donc j'étais restée 89 jours. Voilà. Et donc oui, je suis arrivée en visa working holiday et au début, ben, j'habitais, chez mes futurs beaux-parents. Mmh. 6 mois, c'était long. J'imagine. Après, on a enfin eu notre appartement et puis, je travaillais dans un restaurant français à Kobe. Donc là, OK, et dans cette année de PVT, Oui. qui existe toujours le Oui, oui, ça restaurant? existe toujours, oui. Comment il s'appelle? Le Bistrot Café de Paris. Café de Paris, c'est ça, c'est ça. OK, tu as commencé, tu faisais quoi? Serveuse? Serveuse, oui et à l'époque, Principalement? je parlais pas encore très bien japonais. Du coup, bien que je voulais travailler, je savais pas trop quoi faire non plus et à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, c'était beaucoup plus difficile de rencontrer des gens, de chercher du travail quand on est étranger, quand on maîtrise pas trop la langue et je m'étais dit: «Bon, ben, je vais jouer la carte française» Mmh. et j'avais contacté plusieurs, restaurants français sur Kobe, Osaka que j'avais trouvés et puis finalement, c'est là-bas que j'ai été prise OK. et à cette époque, on avait une équipe assez homogène franco-japonaise. Puis bien sûr, le fait d'être au contact avec les clients, bah, ça m'a fait progresser Ah assez bah, ouais, rapidement baptême et du feu là. Plus que baptême du feu comme tu dis, parce qu'à l'époque, j'étais extrêmement timide, limite c'était maladif en fait. OK. Donc c'était énorme pour moi de devoir parler aux gens. Mais cette année-là, oui, c'est une des années où j'ai le plus, progressé, en japonais, en fait. C'était qui? C'était Xavier Xavier, non. et Davy, non, qui m'avait dit que Ah, le baptême du feu, dans le sens d'arriver dans un izakaya et d'être confronté à la langue en direct par les clients, c'est chaud, quoi. oui. Prendre les commandes, comprendre ce qu'il a dit. Là, C'est une habitude, on répète constamment les mêmes choses au final, ah, donc quand tu connais le menu, ça oui, va. puis même c'est les mêmes phrases qu'on répète aussi. «Qu'est-ce que vous voulez prendre? Est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous voulez boire?» Enfin, c'est des phrases bateau qu'on répète tout le temps, en fait OK. Donc et même si tu maîtrises pas, c'est pas insurmontable. c'est une question d'habitude, je pense. OK. Puis comme dit, on enregistre, on mémorise et après ça vient tout seul, ça vient naturellement, puis, sans s'en rendre compte, ben, tout devient plus facile. OK, OK, Mmh. et c'était une bonne, tu gardes un bon souvenir? C'était aussi ma première expérience dans la restauration. Mmh mh. Je me souviens que le premier jour, c'était un dimanche, on était full et j'étais en grande panique parce que je savais pas quoi faire, quoi dire, où aller. Mais ça reste une bonne expérience, oui. On me demande souvent,
Justement, au déjeuner des Français, il y a souvent, des jeunes PVTistes qui arrivent et Mmh. qui cherchent du travail et souvent, bah, ils me demandent un peu mon expérience et je leur dis toujours: «Bah, en fait, de mon point de vue, la restauration, c'est un des meilleurs endroits pour progresser en japonais parce qu'on est en contact direct avec les clients japonais, donc on n'a pas le choix que de parler, en fait». Ouais. Alors que si on va faire prof, quelque part, ben, on va pas parler forcément japonais, en fait. Ouais, le seul moyen de progresser, ce qui est d'ailleurs pas mon cas, c'est enfin, je progresse, avec ma belle famille, mais je Mmh. progresse pas en travail et c'est vrai que si on reste entouré toujours C'est ça. de ses amis étrangers et Je comprends, le fait qu'on veuille avoir des amis de chez soi, tout ça, mais si on veut progresser dans la langue, il faut un peu sortir de sa zone de ah, c'est confort. sûr Ouais. et là, la restauration, Mmh. c'est c'est un des meilleurs moyens. OK, De mon point de vue, oui. OK, OK, intéressant, intéressant et là, après cette année de PVT, donc tu es rentré en France? En fait, non, je suis pas rentrée parce que, on s'est mariés pour, que j'ai le visa épouse. OK. Donc ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, puis, ben, on voulait rester ensemble tout simplement, donc il a proposé qu'on se marie, j'ai dit oui et voilà. Et go. Donc visa, visa vacances travail à visa d'épouse. OK. Mmh. Là, tu as switché et à partir de quel moment tu t'es dit: «Bon, ben, bon, le faire serveuse, ça m'a un Mmh. moment, mais» Ben, en fait, c'est drôle parce que dans beaucoup de travail que j'ai fait, c'est les gens qui m'ont cherché et qui m'ont offert des opportunités. J'ai très Ah peu ouais? cherché de travail, en fait. OK. Hem et mon ex-beau-frère, il connaissait, des Japonais dans une école de français. Enfin, c'est pas une vraie école, c'est plutôt, une association, on va dire, Mmh. qui dispense donc des cours de français, pour les Japonais. Il m'a dit: «Oui, ils cherchent des professeurs, est-ce que tu serais intéressé de travailler là-bas?» Mais moi, à l'époque, j'avais pas de diplôme de prof, mais je m'étais dit: «Bon, pourquoi pas?» Mmh. Donc j'avais acheté tout ce qu'il fallait, pour, apprendre à créer des cours, on va dire et j'ai commencé là-bas, donc c'était à Kobe aussi en tant que prof, pour débutants et comme j'avais le syndrome de l'imposteur, j'ai voulu passer, le diplôme, du DAEF, donc le diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère. OK. Et ça, je l'ai fait à distance avec le CNED et donc j'ai eu mon diplôme, mais c'est pas pour autant que j'avais, Le syndrome. la fibre, pour Mmh. enseigner, en fait. Ah OK, c'était pas trop ton truc, quoi. Non, c'était pas trop moi, je m'ennuie assez vite, en fait, donc j'ai C'était dur? besoin Pardon, c'était dur, de faire ce diplôme ou, c'est quelque chose qui hem, dure combien de temps? Bah, j'entends pour les gens qui seraient intéressés par ça, parce qu'une des voies que beaucoup utilisent ici, effectivement, comme tu as dit, à part la restauration, c'est l'enseignement c'est ça, oui. et si tu veux switcher dans le monde de l'enseignement pour le faire, c'est compliqué ou, Alors pour ma part, comme dit, j'enseignais pas dans une école, Mmh. c'était pas l'Institut français ou un lycée japonais, c'était vraiment une association franco-japonaise. D'ailleurs, c'est une des plus anciennes, heu, du Japon presque, parce qu'elle a plus de 100 ans, Mmh. donc elle existe toujours. Et pour le DAEFL, en fait, donc je m'étais inscrite, sur le site du CNED et d'abord j'avais dû passer une sorte, d'examen pour tester mon niveau de français. OK. C'était une rédaction et des corrections à faire et une fois passé ça, on peut s'inscrire pour la formation qui dure, 6 mois. Donc on reçoit tous les bouquins, selon chaque cours et c'est à toi, ben, d'étudier seul et tu as des devoirs à rendre à certains moments, tu as des examens à passer en ligne à certains moments. Il y a le gros examen à passer, à la fin, que j'ai passé à Kyoto et du coup, ben, je m'étais arrangée, je me suivais tout un programme pour étudier très régulièrement. À l'époque, mon fils était déjà né, donc je profitais de ces 3 heures de sieste pour, étudier à fond Ah pendant ces ouais. 3 heures-là et du coup, le test final s'est passé à l'Institut français de Kyoto. D'ailleurs, je me souviens, c'était le lendemain, du gros séisme qu'il y avait eu sur Osaka. En plus. Oui. J'avais peur qu'il y ait pas de train parce que Ah les trains avaient été bloqués, ce jour-là et donc je l'ai passé puis, je l'ai pas eu du premier coup.
Le test final était assez différent de ce que j'avais en tête et de ce que j'avais fait comme examen blanc, on va dire. Du coup, tant que c'était encore frais, je me suis réinscrite pour le refaire une deuxième fois Mhm. et là, j'ai trouvé un groupe Facebook, où il y avait beaucoup, de vieux examens, d'examens blancs et des gens qui nous corrigeaient. Donc je me suis entraînée avec ça Ah, et grâce à ça, ben, je l'ai eu à la deuxième fois. c'est un bon tips. Oui, C'est un bon tips. oui, parce que c'était vraiment, en situation, c'était vraiment, ouais. Difficile à le passer. C'était pas difficile, mais par rapport au fait d'étudier seul et les petits examens qu'on avait par-ci par-là, c'était pas assez représentatif de l'examen final, en fait. Ah, ok, Ouais. ok. Et ça, tu faisais en parallèle que tu commençais l'enseignement? Ou tu as Ça, c'est attendu d'avoir le non, diplôme non, pour... non, Tu j'avais faisais déjà un peu en commencé à parallèle. enseigner, ouais. Et là, dans cette association, qui, qui prend ce genre de cours? C'est Alors des c'était, que pros? des adultes, des Mhm. japonais, oui, oui, qui avaient entre, 20 et 80 ans, voire plus parfois. C'était principalement des femmes. Ok, Moi j'avais souvent, des débutants, mais il y avait aussi d'autres niveaux. d'autres niveaux. Mmh. Donc là, ta première introduction en enseignement, et ça, tu as fait combien 9 ans. 9 ans. Ah ouais, donc t'as... Oui, Et pendant 9 ans. et là, et là, tu faisais combien d'heures de cours par semaine? Oh, j'avais que 2 classes par semaine. C'était vraiment une Mais c'était des association très petite. matinées, c'était des 2 heures, Ah non, non, c'était... c'était 1 heure à peine, 1 heure et demie, oui. Ah ok, plutôt cours du soir ou... Non, ouais, non, pas c'était le forcément. matin. Le matin? Ok, Oui. ok. Et là, tu donnais ton... Parce que c'était vraiment petit, donc il y avait que 2 salles. Mhm. Donc c'était pas possible, je ne croisais pratiquement jamais, mes collègues, en fait. Ok, Parce que ok. c'était des petits, tout le monde venait à des horaires tellement différentes. Et cette fibre d'enseignement, bah, tu t'es dit, bon, là, Mmh. c'est bon, j'ai ma dose. Qu'est-ce qui t'a fait switcher à la casquette d'après? Ben, Et aussi, tu as dit une opportunité ou quelqu'un qui est... en fait, bon, entre-temps, moi, j'aime me balader. J'avais pris mon appareil photo et je partais, arpenter les rues de Kobe en long, en large, dans tous les sens. Et je partageais ça à l'époque sur mon blog où je mettais des endroits pas connus du tout et sur Instagram aussi. Et bah, bon, à la base, la première fois que je suis arrivée à Kobe, j'ai pas aimé Kobe, hein. Ok. Parce que c'était pas assez japonais de mon point de vue, d'étrangère qui arrivait au Japon pour la première fois et c'était pas ce que j'attendais du Japon. Et ton ex-mari vient de Kobe, Osaka. d'Osaka, Mmh. ok. Du coup, Et pourquoi Kobe? Il y avait une raison professionnelle ou un choix? ben, en fait, il est originaire d'Osaka, mais on habitait à Nishinomiya, donc pas loin d'ici. Ah, ok, c'est marrant. Donc Ok. pendant 10 ans, on a habité ici. Lui, il travaillait à Osaka et moi, ben, à l'époque, j'avais trouvé, le restaurant français qui était à Kobe et les cours de français étaient à Kobe aussi. Ah, donc c'est plutôt ton travail qui Voilà, t'a amené. voilà. Pour rappel, Nishinomiya se situe quasiment pile poil Mmh, entre Kobe et Osaka. oui, Donc en train, il faut compter 1 heure. Enfin, 1 heure entre Osaka et Kobe et une demi-heure, une entre demi-heure, 20 minutes de 20 train. minutes Oui, entre Nishinomiya et Kobe. Donc c'est c'est ça. plutôt le travail qui t'a amené du côté Kobe que du côté Osaka. Oui. Et, et tu disais, pardon, donc tu Je as commencé disais à arpenter que, un peu à me Kobe. balader et à visiter et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de choses à voir à Kobe et que c'est cool et que c'est intéressant. Du coup, je partageais sur mon blog et sur Instagram et j'ai un ami, donc Xavier, tu avais déjà parlé, je pense, Angelo, Oui, Angelo, oui. également alsacien. Mhm. Ça, je Heu savais pas. Ok. et en fait, lui, il est guide à Osaka et en voyant donc on s'était déjà rencontrés quelques fois avant et en voyant un peu ce que je partageais, sur les réseaux, il m'a dit: «Ah ben, c'est bien ce que tu fais. Est-ce que tu serais intéressé de rejoindre notre équipe?» parce qu'en fait, à l'époque, il faisait partie, des Japon Safari Mhm. et ils avaient une personne par ville. Donc lui faisait Osaka, par exemple et d'autres faisaient Kyoto, tout ça. Ils C'est avaient lui qui avait fondé ou c'est... non, c'est Non, pas c'était lui. lié à un groupe ou un... Oui, c'était David de Tokyo qui avait Ok, fondé ça. ok. Et du coup, il m'a proposé de rejoindre leur équipe et pour faire Kobe et bien sûr, j'ai dit avec grand plaisir. Du coup, tout en lui montrant tout ce que j'avais découvert à Kobe, ce que j'aimerais bien montrer, ben, lui, il m'a formée sur le métier de guide Ok. et c'est comme ça que j'ai commencé en début 2019, mais
J'ai pas eu le temps de me lancer, que le covid est arrivé en 2020 et donc j'ai pas pu travailler dans le tourisme, Mmh. j'ai continué à faire les cours de français, mais c'était fermé aussi pendant les 3 premiers mois du covid. Puis, en 2022, j'en ai eu assez de l'enseignement. Je me suis dit: «Bon, en fait, là, l'enseignement, c'est pas pour moi, j'ai assez fait». Je vais me lancer à fond, dans le guidage et le Japon, il avait pas encore ouvert à ce moment-là, mais du coup, j'avais démissionné de mon boulot de professeur, oui. OK Mmh. et bah, ça tombait relativement bien parce qu'après ils ont commencé à ouvrir En fait, les portes. bon, ça concordait avec, mon l'époque de mon divorce OK. et OK. j'ai cherché, du boulot comme le Japon était pas encore ouvert à l'époque parce que j'avais arrêté de travailler en mai. Le Japon a rouvert vers octobre 22. 2002. OK. Oui, et en septembre 2022, j'ai trouvé un travail dans une agence de voyage, à Osaka. Donc là, par contre, j'étais dans les bureaux. Mmh. Tout ce qui était, organisation, logistique, réservation, activités, hôtel, les tickets de train, tout ça, faire les carnets de voyage, chercher des gens à l'aéroport. J'ai bossé là-bas pendant 10 mois, mais plutôt que d'être derrière un bureau, moi j'aime être sur le terrain, j'aime être dehors. Du coup, c'était bien comme expérience parce que j'ai appris d'autres choses et j'ai vu l'envers du décor d'une agence de voyage. Et au bout de 10 mois, j'ai arrêté et je me suis remis à fond en tant que guide, à Kobe. OK et là, et donc c'est là que tu as commencé vraiment le travail de guide, Mmh. sur Kobe Oui. et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une ville qui est pas dans le circuit, principal donc Mmh. du coup, tu sors un peu de Un petit peu. tu sors un petit peu du on va dire et je trouve d'autant plus Mmh. intéressant parce que c'est vrai que quand on parle guide, bah, on entend toujours, Kyoto, Bien Tokyo, sûr, oui. Osaka et pour les gens à qui ça pourrait intéresser, bah, il y a aussi d'autres villes Mmh. Oui, et il y a moins de et touristes aussi, donc c'est un peu plus calme. voilà, c'est un petit peu plus calme et moi, Kobe, c'est une ville alors que j'ai toujours trouvé intéressante, Mmh. alors est-ce que c'est le fait que ça soit la plus européenne, dans Peut-être. l'esprit avec Yokohama qui sont 2 villes qui se ressemblent un petit peu, même que Parce Kobe qu'elles ont est la plus même petite? histoire. Ils ont la Mmh. même histoire comme Nagasaki, tout ça, c'est la même histoire en fait, c'est des villes Por portuaires. portuaires, voilà, Mmh. qui sont les premières portes d'entrée des étrangers à l'époque. Mmh. C'était surtout ça la base, en fait, Oui, oui, quand le Japon a rouvert, et et du coup, là, donc tu fais ça depuis maintenant 3 ans? Quelque maintenant ça chose fait officiellement 3 ans, oui, et c'est, comment tu arrives à trouver des gens qui s'inscrivent auprès de toi pour faire du guidage? alors, Ça se passe via Angelo? Ça se donc Angelo, est mon intermédiaire entre, 2 agences, de voyage. Donc c'est les 2 agences de voyage principales avec qui je travaille mmh et les autres clients directs, ils me contactent via mon site web et sinon ils me trouvent sur Instagram. OK. Donc mon Instagram, c'est un petit peu ma vitrine, pour montrer, Ce pour que tu donner fais. envie aux gens de venir à Kobe. Donc je mettrai de toute façon tous les liens, en description pour les gens qui souhaitent, D'accord. te voir, te chercher et qu'est-ce qui fait que on a un petit peu introduit ça, mais qu'est-ce qui fait que Kobe est, si différente, et comment toi sous ton regard, tu l'as découvert Mmh. et fais une courte pause, tu écoutes Nos vies au Japon, il y a beaucoup d'écoutes et encore peu d'abonnés. Si cet échange te parle, pense simplement à t'abonner. Allez, on reprend. Bah, déjà pour moi, c'est une ville à taille humaine et c'est ça que j'aime parce qu'il y a pas besoin de prendre le train pour aller d'un point A à un point B. Je marche énormément à Kobe. Au lieu de prendre le train, c'est plus agréable. En plus, on a la montagne, on a l'air de la mer. Mmh. Enfin, je trouve que Kobe, c'est une jolie ville. C'est très agréable à vivre aussi. Et oui, comme dit, c'est le côté à taille humaine que j'aime beaucoup. Il y a moins de touristes, il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'à Kyoto. C'est encore vivable, on va dire. Mmh. Ouais, Donc c'est ce pas côté-là que beaucoup j'aime chaque fois. beaucoup. Ouais, tu croises des touristes, mais c'est pas
Non, c'est pas pareil, hein. C'est c'est Et pas j'ai pas envie que ça devienne comme Kyoto, non. et Mmh. donc tu dis à taille humaine, tu sais combien il y a Un d'habitants? million cinq. 1,5 million? Bon, pour donner quand même un ordre d'idée Oui, mais aux aussi les gens. gens quand on voit des photos de Kobe, on voit la partie en sandwich entre la mer et la montagne, donc on pense que Kobe c'est que ça, mais pas du tout. Kobe, ça s'étend derrière la montagne aussi. Ah, OK. Donc c'est plus grand qu'il n'y paraît. Il y a d'autres quartiers, bon, il y a des coins un peu plus ruraux et aussi. Il y a quand même un train qui y va. Mmh. Puis derrière la montagne, on a aussi, la ville thermale de Harima Onsen. Ah oui, OK. Donc c'est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît au final. Et donc, pour donner une image, on a vraiment, Kobe donc s'étend plutôt bon, la partie construite et Mmh. urbaine, c'est plutôt t'étend de manière rectangulaire, on va Mmh. dire, Oui, oui. côté front de mer. Derrière, on a la montagne, qu'on peut d'ailleurs, y accéder en télécabine. Oui, il y a plusieurs, Cabine qui randonnées à part faire, et plusieurs téléphériques, oui, oui. qui t'amène, au mont Roko et Mmh. puis les autres montagnes qui sont attenantes et toi, ce que tu dis, c'est que encore la ville de Kobe couvre encore la partie arrière de cette chaîne de montagnes C'est ça, oui. en direction de Sanda, dans le Oui, oui, vers Sanda, oui, exactement. et là, on est dans des zones beaucoup plus rurales et beaucoup plus, C'est un peu plus rural, oui. Il y a un coin encore assez urbain et après c'est assez rural, effectivement. simple. C'est vrai que ce qui est chouette à Kobe, que j'ai pas ici, c'est que tu es relativement vite, en Mmh, nature, oui. et on le voit, il suffit de marcher un petit peu au nord, on a un accès assez rapide à la chaîne de montagne, Mmh. ce qui est pas mon cas parce que moi, il me faut vite, une bonne demi heure pour arriver D'ici, ouais. pour arriver, dans la première chaîne de montagne, Mmh. donc ça me manque un peu en tant que Il faut venir à Kobe. bon Suisse, bah, non, je construis une maison juste à côté. Non, mais Moins que ça. pour te ressourcer, Ah oui, non, je viens souvent. J'aime aller des 2 côtés, mais c'est vrai que souvent, je me balade plus du côté, de la chaîne de montagne, mmh, de Kobe que du côté, parce qu'après la 1re zone un petit peu verte, côté Osaka, là, c'est plutôt côté Nara oui, et là, ça fait quand même un bon bout c'est loin. plus loin qu'ici Mmh. et Suma, c'est déjà une ville où ça appartient aussi à Kobe. Ah, c'est la ville de Kobe, hein, C'est aussi la Kobe ville de Kobe, Shiya, oui, ouais. oui. Ce qui est sympa, donc pour les gens, pour se donner une image, C'est très balnéaire. voilà, c'est tout d'un coup, à quelques minutes de Kobe, en direction, opposée d'Osaka, Donc c'est environ 15 minutes de train? 15 voilà, Mmh. 10-15 minutes de train. Là, on est en pleine plage C'est ça. On a la plage, à la sortie de la gare. et là, Mmh. ça me fait penser un peu, au Copacabana du Japon avec cette image de la montagne au fond, Mmh. Yasuwa, c'est très le sympa le aussi, coucher de j'aime bien. soleil, c'est vrai que Suma, c'est un Mmh. coin que j'aime bien aller avec les enfants, J'aime bien aussi, qui est hyper plutôt en sympa, été, mais j'aime bien, oui. qui est hyper sympa et du coup, qu'est-ce que tu proposes comme activité de guidage? Mmh. Les gens prennent contact avec toi, ça dure une journée, plusieurs journées? Alors, En général, hein, pour donner un ça donc dépend. j'ai fait des visites journée entière et des demi-journées aussi. Les demi-journées en général, c'est 4 heures. Mmh. Si les gens, veulent voir des lieux spécifiques, je l'intègre, à l'itinéraire. En général, je fais plutôt du sur mesure. Je demande aux gens qu'est-ce qu'ils aiment du Japon, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, s'ils connaissent des coins du coup qu'ils veulent intégrer dans le parcours et en fonction, je je prépare, un itinéraire. En général, je le dévoile, le matin quand on se rencontre. OK. Parce que j'ai déjà eu des mauvaises, Expérience où ils expériences font où, tout le parcours, sur Google Maps et ils disent: «Ah non, mais en fait, je voulais pas ça». non pas ça, où j'avais, une agence m'avait contactée et les clients de l'agence voulaient absolument avoir l'itinéraire et l'itinéraire, ben, était composé de lieux à la fois, connus et pas connus et finalement les clients ont dit: «Ah ben, on ira tout seul». Voilà. OK. Donc ils ont pris mon itinéraire, ils sont Bien partis, sûr. ils ont rien compris je pense, mais ils sont partis avec. Du coup maintenant je ne donne plus mon itinéraire à l'avance. OK. Bah, de Ou toute façon, sinon je donne juste, le style d'endroit où on va, mais je donne pas les noms des ou un peu endroits. l'approche de où tu veux aller, Mmh, mais pas c'est ça.
Ouais, ça peut. Dommage, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant dans le guidage, et surtout pour des gens en plus toi qui vis sur Mmh. place, c'est l'histoire que tu vas raconter Oui, c'est ça. autour. C'est Mmh. pas tant parce que de faire un guide puis dire voilà, bon, voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté où tu vas montrer des zones que tu connais pas. Mmh. Ça c'est le premier point, je trouve intéressant dans toute cette activité d'accompagnant et de guide. Et le deuxième point, c'est surtout aussi bah, raconter une histoire autour Mmh. de ces visites, autour de cette Oui, visite. c'est ça qui rend la visite intéressante et qui crée un lien avec les clients et ce souvenir-là dans la ville, hein. Bien sûr, bien Mmh. sûr. Ville et hors de la ville, parce que ce qui Mmh. est intéressant, et j'ai suivi quelques stories que tu t'as postées sur Instagram, c'est comme on a dit avant, on n'est pas loin de la nature non plus. Mmh. Donc, en fait, tes itinéraires, ils sont à la fois urbains, mais ils peuvent être Ah oui, j'aime bien mélanger en fait, montrer aux gens qu'on peut faire urbain et nature en une journée ou montagne et mer en une journée. Si les gens, ils aiment vraiment la nature, on va dans les jardins. S'ils aiment l'artisanat, on va voir quelque chose d'artisanal. OK. Ah, et aussi, je fais, donc ça, c'est en cas de visite sur mesure, on va dire. Mhm. Et je fais aussi comme musique thématique, pardon, comme visite thématique, une visite gourmet, on va dire, OK. qui mêle dégustation de bœuf de Kobe et visite de brasserie de saké. Ah, OK, Donc là, intéressant. en général, on n'a pas vraiment le temps de visiter la ville, c'est vraiment axé sur la dégustation. Et comment ça se passe? Donc, tu commences pas par le bœuf et le saké à 9 heures le matin? Non, 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 le matin, c'est petite balade assez rapide dans un coin de la ville. On va déjeuner, ça prend environ 1 heure, Mhm. parfois un peu plus. Et après, on va dans la brasserie de saké qui est un petit peu OK, excentrée, pardon. Et là, on reste environ 2 bonnes heures. Parce que d'accord. c'est la visite complète, partie privative et publique. Ah, cool, cool, super, surtout que du saké, les gens comprennent pas forcément ce que Mm. c'est, comment c'est fait, heu Ou même comment le boire, et parce comment le que c'est comme boire le vin, il y a une façon pour le déguster et pour apprécier un peu plus les arômes. et les goûts, ouais, les Mm. goûts, moi j'ai encore de la peine à comprendre les subtilités, ça fait pas assez longtemps que je suis là pour, heu, pour comprendre toutes les subtilités du saké, Mhm. sur, ah c'est intéressant, c'est Et puis intéressant. à Kobe, on a beaucoup de brasseries parce que la zone productrice de saké de Kobe représente un quart quand même de toute la production de saké du Japon. Ah ouais, waouh, Donc c'est OK. un saké qui est très réputé au Japon même aussi. Et tous les grands groupes donc ont leur propre brasserie ici, j'imagine? Ou Il y a des brasseries très anciennes qui avoisinent les 400 ans d'histoire. mais ça reste très artisanal ou Alors maintenant, c'est semi-industriel ou? industrialisé, on va pas se le cacher. Mmh. Mais plusieurs brasseries ont des parties un petit peu musées sur la façon traditionnelle de faire du saké. Et Ah, donc il y a plusieurs dégustations possibles à faire aussi. Mais maintenant, oui, tout est industrialisé. un peu comme la bière, mais est-ce que tu sais si dans le monde du saké, il y a, il y a encore, un peu comme le monde de la bière, bon maintenant la bière ça a explosé, Mhm. la petite, brasserie qui fait petit à petit un plus grand volume, semi-industriel, semi-artisanal. Est-ce que ça, dans le saké, ça existe encore ou on est vraiment dans le Suntory, bam, la Non, grosse, il y a des plus petites brasseries aussi quand même. Il y a des plus OK. petites marques, si je puis dire. Mmh. Plus J'en ai local, on va déjà, oui, plus local, c'est ça. J'en ai déjà visité, dont j'avais jamais entendu le nom, et c'est beaucoup plus petit, effectivement, hein. OK, Donc il y a un petit peu des deux. Après, comment ça se passe au niveau de la vente, on va dire, je sais pas par contre. OK et donc tu te concentres sur Kobe, Mm. mais tu vas pas jusqu'à Himeji ou Non, jusqu'à Nishinomiya. Tu restes, concentré je me spécialise sur Kobe, sur oui. Kobe Mm. spécialement. OK, OK. Donc et là, maintenant, ça fait 3 ans que tu fais ça Mm. et ça te plaît toujours? Ah oui, Tu ça me toujours plaît. Au contraire, j'ai même envie de développer de nouveaux parcours, de nouvelles visites thématiques. mmh. Donc, moi, ça me plaît bien.
Architecture? Design? Non, pas trop? C'est dans ma tête C'est niveau architecture, oui. C'est un thème que j'aimerais bien développer, mais ça demande encore un petit peu de travail, par contre. parce que ce qui est intéressant en termes d'architecture sur Kobe, en tout cas historique, Mmh. c'est que, il y a beaucoup encore de maisons coloniales, il y a Oui, encore beaucoup c'est drôle parce qu'il y a certaines rues où tu as l'impression que tu es en Europe, en fait. c'est ça. Tu fermes les yeux, tu es en Ce qui est Europe. bien à Kobe, c'est que tu peux voyager dans le monde, en restant à Kobe. Tu as le quartier chinois, tu as le quartier européen, tu as les grandes avenues qui rappellent un peu les États-Unis, pardon. Mmh. Donc ouais, on peut faire plein de choses à Kobe. Donc c'est fou, ouais, donc tu te dis, tu as l'impression de passer de l'Europe, 2 rues plus loin, tu es de nouveau au Japon, puis 2 rues plus loin, tu es en Chine. Donc C'est ça. ça ça on voit bien comment Mmh. c'est découpé, et comment c'est, ouais, OK, écoute, si les gens, prendront contact, j'espère, et que tu auras 2-3 visites. J'aimerais bien. Là, j'ai déjà une dizaine de visites pour l'année prochaine. OK, OK, il faut Mmh. quand même se prendre relativement à l'avance, parce que je vois et j'entends aussi parce que je vois régulièrement Xavier Mmh. et et c'est vrai que, bah, les moments phares, donc Sakura plus, Automne. l'automne sont aussi, pleins, souvent Mmh. pleins. Donc déjà prenez-vous à l'avance, suivant la période où vous venez et l'entre-saison peut être un petit peu plus facile, j'imagine, En été, de mon côté, j'ai pas de visite en hiver et en été, pour OK. ma part. Mais après, bien sûr, si c'est Tokyo, Kyoto, là, c'est différent parce que c'est beaucoup plus populaire. Ah Mais printemps-automne, j'ai pas mal de visites, oui, chaque année, ça ne fait qu'augmenter, donc je suis assez contente de ce côté-là. et en hiver, donc là, c'est un peu la fin de la saison, donc on Mmh. tourne aujourd'hui en début décembre. C'est, malgré qu'il y a encore toute cette période, feuilles rouges, Mmh. qui je rappelle est pas comme en Europe, qui est quand même beaucoup plus tard, qui est plutôt Oui, c'est mi-novembre. plutôt ouais, ça commence après ça dépend des régions au Japon, mais en général, c'est vers mi-novembre, fin novembre. Mmh, Mmh. Il fait chaud longtemps ici en plus, donc c'est décalé. ça décale, Mmh. ouais, bah, après bien sûr si on va au nord du Japon, on sera plus Voilà, c'est encore proche différent. on sera plus proche des météos que nous on a en Alsace, Mmh. en France et en Suisse. Mais et donc du coup, là, tu as encore beaucoup de demandes, dans cette période-là? Typiquement mi-novembre, novembre? No L'automne et le printemps, j'ai beaucoup de demandes, oui. OK, Là, en hiver, pour être honnête, décembre, janvier, février, j'ai 3 visites de prévues, c'est tout. Une OK, par mois. OK. Bon, Et après, dès mars, ça reprend. bah, c'est un bon deal, hein, j'ai vu avec mes parents qui sont venus au mois de février. Alors OK, il fait pas super chaud, c'est pas la meilleure période Mmh. pour confort. Par contre, alors tout est moins cher, hein. Ah oui? Les hôtels l'hôtel où ils étaient, ça a coûté une misère, parce que il y a un hôtel qui est juste à côté du stade de baseball Oui. et du coup, la saison de baseball, bah, là, c'est quasiment impossible, les prix sont fous Mmh. et par contre, il y a 2 mois, il y a plus personne et ça coûte, je sais plus, mais ça coûtait vraiment pas cher, c'était 70 Oui, oui, euros. il faut venir hors saison quand c'est possible, hein. Ouais et au final, je pense qu'en hiver, on découvre encore pas mal de choses, Ben, ça reste cool. des jolis endroits à voir, hein, le temple, il sera toujours là, hein. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, les feuilles seront Mmh. pas rouges et ouais, il y aura pas les petites fleurs. Voilà, bon, c'est pas pour ça qu'il faut venir, je me souviens, ma première saison, pour les cerisiers, donc c'était 2024. J'avais eu un groupe, de de croisiéristes Mhm. parce que donc comme Kobe, c'est une ville portuaire, on a parfois des bateaux de croisière qui font escale et j'ai également des gens, qui me contactent en venant par bateau et donc c'était mon premier groupe, de croisiéristes et ils venaient voir les cerisiers. À Hmm. peine ils m'ont vu: «Est-ce qu'il y a des cerisiers?» Je dis: «Ah bah désolé, cette année, ils sont en retard, en fait» et cette année-là, ils avaient au moins, 10 jours de retard, je crois, dans tout le Japon. Ils étaient extrêmement déçus et je crois que ça leur a cassé toute la journée. Ils étaient. Ah oui, après ils étaient, oui. Non, des croisières, donc ils font quoi comme tour Ah ça dépend, hein, parce que j'ai déjà eu plusieurs, bateaux différents, plusieurs, compagnies, différentes
J'en ai eu qui font des tours du monde, j'en ai qui font, le tour du Japon en bateau. Ils arrivent à Tokyo, ils partent de Tokyo, ils font le tour, ils repartent après. Ok, ok. Donc un petit peu de tout, oui. Type MSC, Oui, j'ai eu des bateaux de Costa. MSC, j'ai eu Costa, bah, là j'ai Costa en janvier. Le Ponant aussi, j'ai eu. Ok, donc là, c'est beaucoup plus luxueux. Oui, Pas la même catégorie. mais en général, c'est toujours les mêmes, Ok, ok. Ah, je savais pas que. Enfin, je connais le système de croisière, etc., mais je savais pas trop qu'il y avait des tours. Parce qu'en général, ces gens-là, donc quand on s'est vu, on a discuté et ils m'ont dit que les compagnies de bateaux, ils avaient des tours, mais principalement sur Kyoto. Donc on prenait le Ah, bus, on partait à Kyoto ou Nara et on visitait et on rentrait le soir et le lendemain, on repartait. Et il y avait un couple qui m'avait dit qu'il y avait des visites à Kobe, mais c'était juste le jardin européen sur la montagne et les galeries marchandes, hmm. ce qui n'est clairement pas suffisant et représentatif d'une ville. Et c'est pour ça que du coup, ils étaient tombés sur mon site et qu'ils m'avaient contacté. Ils se sont dit, on veut sortir du Kyoto. On veut pas aller à Kyoto, on voit pas l'intérêt de faire escale à Kobe s'il faut aller à Kyoto. Voilà, c'est ce qu'ils Ouais, m'ont dit. pas tort, Mm. pas tort. Surtout que, bon, dans les deux cas, bah, t'as plus de chances en une journée de découvrir quand même Kobe que découvrir bien Kyoto. Parce qu'en Ah termes oui. de taille, c'est pas. Ah, même à Kobe, j'ai déjà fait 2 jours avec des clients. Mais Ça m'est arrivé 2 fois. Mais en 2 jours, tu as fait quand même un beau tour, tu as quand même un bel aperçu de Kobe. Ah oui, J'ai oui. l'impression sur Kyoto, À il y a Kyoto, tellement de sites. faut rester une semaine, surtout si on veut faire tous les temples, hein. C'est ça, c'est beaucoup plus étendu, Mm, il y a beaucoup plus de sites historiques pour ceux qui veulent faire des sites mm. historiques. Donc on est dans un ordre de grandeur qui est quand même pas vraiment la même. Ah non, pas du tout, hein. Donc, et comment t'es arrivée à être ambassadrice de la ville de Kobe? Alors ça, il faut que tu me racontes. En fait, c'est un programme qui existe depuis 8 ans maintenant. Et j'étais tombée sur eux, ben, pareil, avec les réseaux sociaux. Et je m'étais dit, bah, j'aimerais bien postuler aussi. Et bon, ben, ils m'ont pris lors de leur deuxième année. Donc là, ça fait 7 ans Ok. que je suis avec eux. Après, c'est du bénévolat, hein, donc il n'y a rien derrière. C'est que du bénévolat. Et Mais ça veut dire quoi? Bah, eux déjà doivent accepter que tu es mm. considérée comme ambassadrice, c'est ça? Alors, Tu as passé un examen? non, non, c'est très facile. N'importe qui peut être au final ambassadeur de Kobe. Ok. Il suffit de vivre à Kobe, de travailler à Kobe ou d'étudier à Kobe pour postuler et d'être Ah, étranger du coup. du coup, je peux pas. En étant actif sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent justement qu'on promoue ils veulent justement qu'on promouvoie la ville sur les réseaux aux étrangers. Ok. Donc ils demandent principalement qu'on poste en anglais en général pour toucher le plus de personnes. Et donc parfois ils organisent des sorties dites officielles où ils nous emmènent quelque part. Des endroits un peu moins accessibles, Mhm. notamment, ben, derrière la montagne, faire des trucs, du, hem, de la cueillette de fruits. Mhm. Donc on a tout fait, on a fait les fraises, on a fait les pêches, on a fait les poires, les raisins, tout ça. Donc c'est sympa, mais en tant que touriste, c'est pas facile d'accès au final. Hmm. Donc bon, on fait la promotion quand même, quoi. Et c'est la ville qui a organisé ça? C'est ça, oui, Ok. Ok. c'est ça. Et donc là, ça fait 7 ans, mais bon, ça me change pas trop de ce que je fais d'habitude, comme j'ai toujours posté sur Kobe au final, ça me change pas trop, quoi. Non, mais C'est dans la continuité de ce que j'avais commencé sur mon petit blog, je, voilà. je- je trouve cool l'initiative de la ville. Je trouve cool l'idée, Mmh. tu vois, d'honorifier, on va dire, des gens de Oui, donc confiance. on a, une cérémonie d'ouverture, avec, le maire qui vient, qui fait son speech, on est bien habillés, on a nos petits certificats, tout ça. Vous êtes Parfois combien? chaque année, ça change. Ok. Là, cette année, on doit être plus de 80, je crois, ambassadeurs au final, Ok. de plusieurs pays différents. Mais sur les 80, il y a à peine la moitié qui est vraiment actif et régulier Ok. et qui participe, aux événements. Et sont tous étrangers. Tous étrangers. Tous étrangers et plus ou moins tous de pays différents. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Il y a des résidents, permanents, il y a des étudiants, il y a des gens qui sont là pour 1 an, depuis 20 ans. Ok, On a tout. on a vraiment Mmh. de tout. Ok, moi je trouve ça vraiment
Excellent comme, comme idée, comme... Après, c'est principalement des anglophones aussi. Ok, Donc, beaucoup de je veux dire plutôt, c'est principalement des Américains. francophones, il y en a? Il y a un... Euh, non, alors pendant 2 ans, il y a eu deux autres Français, Mhm. mais entre-temps, ils ont arrêté. Donc, je suis redevenue la seule Française Même du francophone, groupe. du coup? Ou... Francophone, on a eu une fois une Tunisienne qui du coup parlait français et on a eu aussi quelqu'un d'Afrique, mais je sais plus de quel Ok, pays. ok. Bon, il ne me reste plus qu'à déménager à Kobe, alors si... Si tu travailles à pas- Kobe, Non, faut que déménage de bureau, mais je suis plutôt en train d'aller sur Osaka, ah, Kobe. Du point de vue potentiel de travail, ça sera oui, je comprends, plus intéressant. c'est sûr. Même que j'aime bien, et, j'aurais plutôt tendance à... Du point de vue du cœur, j'aurais plutôt tendance à vouloir travailler sur Kobe. Mais quoique, j'aime tout autant Osaka et la ville d'Osaka. Mais comme tu as dit, c'est vrai que c'est deux ambiances complètement Ah, différentes. totalement différent. Moi, je suis pas grande fan d'Osaka. Autant Angelo et Xavier m'ont emmené dans des coins super à Osaka, mais mon cœur reste à Kobe. Tu n'aurais pas le droit de dire autre chose en tant qu'ambassadrice. Non, ça va, je pense pas ils vont nous écouter. Non, non, non. Et j'aimerais rebondir aussi sur une expérience récente. Donc, tu as travaillé un petit peu pour l'Expo. Oui. Et j'aime bien un petit peu enregistrer ces moments aussi parce que l'Expo, bah, c'est quand même quelque chose qui était énorme au Mhm. Japon. Enfin, pour Osaka, c'était... les gens s'intéressent pas forcément. Et je vois les épisodes que j'ai fait sur l'Expo n'ont pas forcément eu beaucoup de succès. Mhm. Pourtant, c'était quand même un moment historique. Et il y a eu vraiment plus de 29 millions de visiteurs. Quelque chose C'était comme énorme, ça. surtout vers la fin. C'était énorme. Et j'aimerais un petit peu que tu me racontes ce que c'était cette expérience de l'intérieur, parce que c'est un peu déjà, c'est quasiment une fois par vie qu'on peut vivre une expo Oui. universelle ou la visiter. Moi, j'ai eu la chance d'en faire deux parce qu'il y a eu Milan en 2015. Mhm. Et, euh, et je ne sais pas si je pourrais en faire une autre. Et en plus de ça, là, de l'avoir vu de l'intérieur, d'avoir travaillé, là, c'est encore Mm. plus petite, voilà, dans le monde. Donc qu'est-ce que tu faisais? Quelle était un peu l'idée de la mission et comment tu Alors, as vécu ce moment de cette expo? comme l'été, c'était très calme niveau guidage, je cherchais du boulot ailleurs Mhm. et j'étais tombée sur une annonce qui recrutait ce qu'ils appellent des attendants. Ok. Donc, je sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Ouais, c'est pas hôtesse parce que Non, ça c'est c'est pas encore autre hôtesse, c'est un. chose. C'est plutôt quelqu'un assiste, mais c'est pas l'assistant. Non, c'est pour. Ouais, Je je sais sais pas pas. comment le traduire en français. Mais Je du mettrai coup, en commentaire ils si vous... cherchaient et du coup, j'ai postulé et j'ai été prise et j'ai travaillé là-bas pendant 2 mois, donc de mi-août à mi-octobre. Donc c'était pas très long, mais c'était quand même très intense. Ouais, bah j'imagine. Et Surtout que c'était le mois les plus... oui, il faisait encore très chaud en plus à ce moment-là. Et donc j'avais été assignée au pavillon serbe. Mhm. Et du coup, j'étais attendant et qu'est-ce que je faisais? Donc nous, on avait un pavillon qui était parmi les un moyen pavillon, on va dire. Mais est-ce que c'est ceux, pardon de te couper, est-ce que c'est ceux qui sont dans déjà un immeuble construit? Oui, C'est ça, hein, c'est oui, pas oui, oui, oui. parce qu'il y a deux types de Non, pavillons. c'était pas les commands. Voilà, ça Non, c'est c'était ceux vraiment un pavillon individuel. individuels. Mais dans un... Ah non, vraiment un pavillon individuel. Oui, donc dans un bâtiment fait pour eux. Ah, fait pour eux, Oui, voilà, oui. c'est ça. Puis t'as ton voisin qui est Voilà, c'est aussi ça. un plus petit Oui, pays. parce que pour les petits pays, ils étaient tous regroupés dans les commands, où il y avait juste un petit stand par pays. Mhm. Donc là, on avait vraiment, ça avait été construit pour la Serbie. Ok, ok. Et donc nous, le thème, c'était le thème du jeu et c'était très interactif. Mhm. Donc on pouvait jouer notamment avec des mécanismes activés par des billes. On mettait une bille, il y avait tout un engrenage automatique qui se faisait et qui après été projeté en digital. Ok. Donc c'était un mélange des deux. On avait 3 mécanismes comme ça. On pouvait également faire le design des mascottes de l'expo de Belgrade de 2027. Hmm. Et après, elles étaient exposées aussi.
On avait, de la réalité virtuelle pour visiter, la Serbie, tout ça, donc on avait vraiment plein de choses et ce que je faisais, en fait, on avait, 4 postes et chaque heure on tournait. On avait le poste à l'extérieur pour gérer la file d'attente, donc on faisait entrer les gens, tant et tant de personnes parce que, on faisait entrer, par exemple, des groupes de 15 parce que on voulait que les gens aient le temps de jouer dedans, Mmh. que chacun puisse profiter. Ils ont pas fait de 2 heures, 3 heures de queue pour faire le tour en 5 minutes ou pour pouvoir rien voir, rien toucher. Donc on voulait que les gens profitent, donc on faisait entrer les gens. Il y avait le poste du qui gérait la file d'attente, il y avait le poste du lobby. Donc là, fallait accueillir le groupe, leur présenter, le thème, du pavillon, leur dire ce qu'ils peuvent faire, pas faire aussi. Mmh. Parce que parfois il y avait de la casse, hein, quand les gens écoutaient pas. Aïe. Et après du coup, oui, on avait 2 autres postes qui étaient au niveau des mécanismes, avec, l'habit. Parce que quand Mmh. c'était très fragile et fait en bois, fallait faire attention à ce que les gens y faisaient. Et donc là, c'était plutôt des postes de supervision. Et voilà, donc chaque heure on tournait et on changeait de poste. Et c'était quand même très, grand public? Oui, oui, oui. OK, il y avait Nous, on avait beaucoup de familles du coup. OK. Tu pas dans les grands pavillons, la partie plus Ah business, non, non, pas du tout. accueil de groupes, liés à la Serbie, ça, tout ça, On a eu des VIP Mmh. et selon le niveau du VIP, on va dire, on devait carrément fermer, le pavillon, pour qu'ils visitent tout seuls, en groupe, avec, du coup hem, comment dire? En privé, quoi. Enfin, tu Non, après c'était pas nous qui faisions visiter, ils étaient accompagnés par, les représentants serbes qui étaient là. ah, OK. Mmh. Donc on va dire le plus haut placé du du pavillon serbe qui s'occupait, C'est ça, oui. le responsable. Et quand tu dis, VIP, sans donner des noms, mais est-ce que c'est genre, plutôt politique, plutôt On a eu des gens star? politiques. Bon après, comme dit, moi j'ai fait que les 2 derniers mois, Ouais, mais il y a eu des gens politiques, si je puis dire. Après, c'était juste des gens qui avaient des réservations aussi, des OK. réservations privées parce que, notre pavillon, on pouvait venir sans réservation. Après, si on connaissait, parmi les hauts placés, on pouvait avoir une réservation VIP et donc là, c'était assez cadré Ah, OK. et organisé. D'accord, d'accord. Et tu as eu 2-3 photos intéressantes? Non, Joueurs de foot ou de non, le seul, en fait, chaque jour, il y avait le jour de tel pays, par exemple, Mmh. et le jour de la Serbie, moi, je travaillais pas. Ah! Alors qu'il y avait des uniformes, spécifiques, pas ceux hein, qui étaient différents de ceux qu'on avait, pour tous les jours et il y avait, bah, des gens importants de Serbie qui, du coup, Ah! étaient venus et il y avait tout un plein de choses, organisées dans le grand hall, qui était à l'extérieur du ring. Donc c'était le National Day Oui, le pour, National Day, oui, c'était, mi-septembre, le 15 ou le 17, je sais plus par là. OK, OK. Cool, bah, enfin moi je C'était regarde, sympa en tout cas, j'ai bien aimé comme expérience, même c'était si pas travailler, c'était oui, intéressant. c'était pas un travail très difficile, hein, du moment qu'on sait parler anglais et japonais, c'est bon. Mais c'était fatigant par rapport, au monde. Le monde, c'était très fatigant, c'était dingue les gens, vers la fin, ils faisaient la queue, 4 heures pour entrer, ils restaient 10 minutes quelque part, alors que quand moi j'ai fait l'expo en mai, j'avais été avec mon fils, c'était encore le début et on avait pu faire 11 pavillons en une journée. Le maximum d'attente qu'on a fait, c'était 45 minutes. Bah, ça on le raconte bien avec dans l'épisode avec Alexandre Mmh. Hellman qui s'occupe de Présence Suisse, et puis il expliquait en fait, et ça je dis à tous les auditeurs qui s'intéressent à faire une expo universelle, en fait, les premiers mois, alors, le premier jour, surtout pas y aller, pas bonne idée. Je veux dire, les gens sont pas entraînés. Oui. Pour moi, ouais, c'était pas bien. Bah ouais. Tu t'amènes 100 000 personnes dans un site qui a jamais été entraîné pour le faire. Faut Et pas encore, t'attendre à que ça soit parfait. du coup, mes collègues qui ont commencé au début, ils avaient eu 1 semaine, d'entraînement pour, Ouais, mais ça suffit être jamais. briefés sur le pavillon, sur comment gérer les clients, tout ça. Donc ils ont appris, enfin, tous les gens qui ont bossé à l'expo ont appris, de leurs «erreurs» entre guillemets et des choses qu'il fallait améliorer. Ouais, mais c'est jamais. Ah non, Bah, c'est vu le jamais premier parfait, jour, c'est sûr. c'était une catastrophe. Mais par contre, en fait, les 2 premiers mois, c'est les meilleurs.
Mmh. Et moi, si j'avais su ça avant, j'aurais pas attendu parce que je suis allé le National Day suisse, Mmh. c'était le 22 avril ou quelque chose Ah oui, comme au ça, début, au début. Et franchement, je pensais déjà qu'il y avait du monde. Je disais, ah là, il y a 1 heure de queue. Et, euh, et en fait, il y avait personne. J'ai encore les photos, j'ai montré à ma femme qui, elle, allait au mois de septembre ou Ah non, octobre, c'était pire, ouais. septembre. Elle m'a montré les mêmes images. C'était l'enfer. Ah oui, les gens C'était le matin, l'enfer. quand je commençais le matin, ça ouvrait à 9 heures. Les gens couraient. Les gens, ils couraient vers les pavillons. C'est c'est la folie, c'est la Ah oui, c'est folie. comme à Disney, hein. Et ce qu'il expliquait, en fait, Alexandre, c'est que, en plus, il y a aussi un rapport avec la météo ici au Japon. Mmh. Donc, les 2 premiers mois, ça a mis du temps pour les Ça a gens. Ah, mis du ça temps à intéresser m'intéresse. les Ouais, mais gens, on oui. a encore le temps, on a encore le temps. Et puis, c'est un peu le cas parce qu'ils avaient vendu, je sais plus, ma femme m'avait dit, dans les derniers mois, il y avait encore 8 millions de billets pré-vente, Mmh. pas utilisés à 1 mois de la fin. Ah oui. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au Japon, ma femme, de par l'intermédiaire des écoles, on pouvait acheter des billets en pré-vente. Mmh. Donc il y a des millions de billets en pré-vente. Puis tout le monde se disait, ouais, ben, on verra plus tard. Mmh. Puis après, il y a l'été. Alors l'été, il fait 36 degrés, Ah, c'était l'humidité l'horreur. horrible. Et pas forcément, en plus, le terrain n'était pas forcément couvert. Donc À part sous le ring, il y avait pas ouais, il n'y avait pas d'ombre. Donc ça donnait pas forcément envie. Et puis, ben, dès que la saison un peu moins chaude est passée, tout le monde s'est et précipité. tout le monde s'est précipité, tout le monde s'est rendu compte qu'il restait plus qu'un mois, qu'ils avaient tous un billet en pré-vente et qu'il fallait y aller. Mmh. Et là, ça s'est transformé un peu en calvaire. Je l'ai pas fait parce que je voulais y aller une deuxième fois. Et quand j'ai vu que c'était ce calvaire, j'ai dit c'est bon, ça va. Mais moi aussi, j'avais acheté un billet prévente parce que, avant que ça commence, il y avait des billets moins chers C'est ça. et qu'il y avait des dates, assez courtes, on va dire. Donc le mien, je devais l'utiliser avant le 18 juillet et je m'étais dit, «J'ai pas envie d'y aller quand il fait chaud, en juillet. J'ai pas envie d'y aller pendant la saison des pluies en juin. Je veux pas y aller un week-end». Donc, c'est J'ai fait manquer l'école à mon fils un vendredi, jour de semaine, on y est allé et c'était tranquille. c'était parfait. Ah, c'était vraiment je regrette pas, c'était le meilleur moment pour y aller, Et l'autre truc aussi qui était top, mais ça je dis aussi un petit peu dans l'épisode avec Alexandre, c'est que si tu as l'occasion d'avoir des billets, moi je l'ai fait par l'intermédiaire de la Chambre du commerce suisse, Mmh. là c'était génial. Parce que là c'était... Alors tu payes, hein, c'est souvent des paquets que tu dois payer, des événements que tu dois payer, D'accord. à moins que tu sois vraiment invité. Et là, c'est voie royale. Tu arrives, entrée de la sécurité VIP. Mmh. Tu as la liste de tous les pavillons que tu peux visiter en VIP. Oui, ben, on avait des VIP comme ça aussi, qui avaient des cartes, et qui étaient invités par tel et tel pays et du Voilà, coup, ils ces gens-là, s'arrangent. pareil, on les laissait passer sans faire la queue. C'est ça. Et là, l'expérience, c'est pas vraiment Ah la non, même. c'est sûr, hein. C'est pas vraiment la même. Ok, bah écoute, belle expérience. On verra pour la prochaine expo. Mmh. Parce que je Ce sais- sera à Dubaï, je crois. La prochaine, Arabie Saoudite. ouais, c'est Arabie Saoudite. Non, parce que Dubaï, c'était en 2020, ça Ah a OK, été décalé en pardon. 2021. Et la prochaine, je sais plus te dire, il faudrait que je regarde. Je- Mais je sais que c'est aussi vers l'Arabie Saoudite, Il si me je dis pas semble, de oui. bêtises, ouais. Ok, bah merci. Tu avais quelque chose en plus à raconter ou... Non, On a fait merci en tout cas de m'avoir proposé, même si j'ai plus ou moins mis le du temps, tour. à accepter parce que je trouve pas que mon parcours soit si intéressant que ça. Bah, je dis toujours, euh, on n'arrive pas au Japon par hasard. Non, Donc, et en fait, le fait de traverser la planète, ça demande quand même un effort relativement c'est pas faux. élevé. En plus de ça, avec une langue compliquée, je veux dire, on a tous une histoire pour moi Mmh. incroyable, quoi. Et d'ailleurs, on voit ton- euh, tous les gens que j'ai interrogés, y compris toi, on a tous des parcours hyper différents, tous intéressants, tu Mmh. vois, et il n'y a pas de ligne directrice où tu dis, ouais, je suis arrivé ici comme ça. Mmh. Donc pour ça, vraiment, les histoires qu'on raconte autour de ce micro, pour moi, elles sont toutes inspirantes les unes après les autres. Donc, non, non, c'était un honneur que tu aies pu Merci beaucoup. venir ici. Merci. Et on vous dit à bientôt.
Ceux qui ont apprécié ce podcast, qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire et mettre une petite cloche, comme on dit dans le jargon, et à partager autour de vous. Si vous avez un ami guide, un ami enseignant ou quelqu'un qui souhaite venir s'établir au Japon, qui veut écouter des histoires de gens qui y vivent et pas que les clichés, s'il vous plaît. Et je vous invite à me suivre. Et à bientôt. Ciao! Merci Eva pour cet échange et pour ce regard juste que ça demande de construire une vie au Japon dans la durée. Si cet épisode t'a parlé, prends le temps de le partager autour de toi. Si tu veux continuer la discussion, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Nos vies au Japon. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!